Chapitre 5. On était au matin du 19 janvier. 5 heures venaient de sonner au moment où Bessie entra avec une chandelle dans mon petit cabinet. J'étais debout et presque entièrement habillée. Levée depuis une demi-heure, je m'étais lavé la figure et j'avais mis mes vêtements à la pâle lumière de la lune, dont les rayons perçaient l'étroite fenêtre de mon réduit. Je devais quitter Gateshead ce jour même et prendre à 6 heures la voiture qui passait devant la loge du portier. Bessie seule était levée. Après avoir allumé le feu, elle commença à faire chauffer mon déjeuner. Les enfants mangent rarement lorsqu'ils sont excités par la pensée d'un voyage. Quant à moi, je ne pus rien prendre. Ce fut en vain que Bessie me pria d'avaler 1 ou 2 cuillerées de la soupe au lait qu'elle avait préparée. Elle chercha alors quelques biscuits et les fourra dans mon sac. Puis après m'avoir attaché mon manteau et mon chapeau, elle s'enveloppa dans un châle et nous quittâmes ensemble la chambre des enfants. Quand je fus arrivé devant la chambre à coucher de Madame Reed, Bessie me demanda si je voulais dire adieu à sa maîtresse. « Non, Bessie, répondis-je. Hier soir, lorsque vous étiez descendue pour le souper, elle s'est approchée de mon lit et m'a déclaré que le lendemain matin, je n'aurais besoin de déranger ni elle ni mes cousines. Elle m'a aussi dit de ne point oublier qu'elle avait toujours été ma meilleure amie. Elle m'a prié de parler d'elle et de lui être reconnaissante pour ce qu'elle avait fait en ma faveur. »« Et qu'avez-vous répondu, mademoiselle? » ?»« Rien. J'ai caché ma figure sous mes couvertures et je me suis tournée du côté de la muraille. C'était mal, mademoiselle Jane. Non, Bessie, c'était parfaitement juste. Votre maîtresse n'a jamais été mon ennemie. Bien loin de là, elle m'a toujours traité en ennemie. Oh, mademoiselle Jane, ne dites pas cela. Adieu au château de Gateshead, m'écriai-je en passant sous la grande porte. La lune avait disparu et la nuit était obscure. Bessie portait une lanterne dont la lumière venait éclairer les marches humides du perron ainsi que les allées sablées qu'un récent dégel avait détrempées. Cette matinée d'hiver était glaciale, mes dents claquaient. La loge du portier était éclairée. En y arrivant, nous y trouvâmes la femme qui allumait son feu. Le soir précédent, ma malle avait été descendue, ficelée et déposée à la porte. Il était 6 heures moins quelques minutes, et lorsque l'horloge eut sonné, un bruit de roue annonça l'arrivée de la voiture. Je me dirigeai vers la porte, et je vis la lumière de la lanterne avancer rapidement à travers les espaces ténébreux. Part-elle seule? Demanda la femme du portier. Oui. À quelle distance va-t-elle? À 50 milles. C'est bien loin. Je suis étonné que Madame Reed ose la livrer à elle-même pendant une route aussi longue. Une voiture traînée par 2 chevaux et dont l'impériale était couverte de voyageurs venait d'arriver et de s'arrêter devant la porte. Le postillon et le conducteur demandèrent que tout se fît rapidement. Ma malle fut hissée. On m'arracha des bras de Bessie tandis que j'étais suspendue à son cou. « Ayez bien soin de l'enfant, cria-t-elle au conducteur lorsque celui-ci me plaça dans l'intérieur. « Oui, répondit-il. La portière fut fermée et j'entendis une voix qui criait « Enlevez !» Alors la voiture continua sa route. C'est ainsi que je fus séparée de Bessie et du château de Gateshead. C'est ainsi que je fus amenée vers des régions inconnues et que je croyais éloignées et mystérieuses. Je ne me rappelle que peu de choses de mon voyage. Le jour me parut d'une excessive longueur. Il me semblait que nous franchissions des centaines de lieues. On traversa plusieurs villes et dans l'une d'elles, la voiture s'arrêta. Les chevaux furent changés et les voyageurs descendirent pour dîner. On me mena dans une auberge où le conducteur voulut me faire manger quelque chose, mais comme je n'avais pas faim, il me laissa dans une salle immense aux deux bouts de laquelle se trouvait une cheminée. Un lustre était suspendu au milieu et on apercevait une grande quantité d'instruments de musique dans une galerie placée en haut de la pièce. Je me promenai longtemps dans cette salle, accablé d'étranges pensées. Je craignais que quelqu'un ne vînt m'enlever, car je croyais aux ravisseurs, leur exploit ayant souvent figuré dans les chroniques de Bessie. Enfin, mon protecteur revint et me plaça dans la voiture. Après être monté sur le siège, il souffla dans sa corne et nous nous mîmes à rouler sur la route pierreuse qui conduit à Lowood. Le soir arrivait, humide et chargé de brouillard. Quand le jour eut cessé pour faire place au crépuscule, je compris que nous étions bien loin de Gateshead. Nous ne traversions plus des villes, le paysage était changé.
Des hautes montagnes grisâtres fermaient l'horizon. L'obscurité augmentait à mesure que nous descendions dans la vallée. Tout autour de nous, nous n'avions que des bois épais. Depuis longtemps, la nuit avait entièrement voilé le paysage et j'entendais encore dans les feuilles le murmure du vent. Bercé par ces sons harmonieux, je m'endormis enfin. Je sommeillais depuis longtemps lorsque la voiture s'arrêtant tout à coup, je m'éveillai. Devant moi se tenait une étrangère que je pris pour une domestique car à la lueur de la lanterne, je pus voir sa figure et ses vêtements. « Y a-t-il ici une petite fille du nom de Jane Eyre? Demanda-t-elle. « Oui, répondis-je. Aussitôt, on me fit descendre. Ma malle fut remise à la servante et la diligence repartit. Le bruit et les secousses de la voiture avaient engourdi mes membres et m'avaient étourdi. Je rassemblai toutes mes facultés pour regarder autour de moi. Le vent, la pluie et l'obscurité remplissaient l'espace. Je pus néanmoins distinguer un mur dans lequel était pratiquée une porte, ouverte pour le moment. Mon nouveau guide me la fit traverser, et après l'avoir soigneusement fermée derrière elle, elle tira le verrou. J'avais alors devant moi une maison, ou pour mieux dire, une série de maisons qui occupaient un terrain assez considérable. Leurs façades étaient percées d'un grand nombre de fenêtres, dont quelques-unes seulement étaient éclairées. On me fit passer par un sentier large, sablonneux et humide, et au bout duquel se trouvait encore une porte. De là, nous entrâmes dans un corridor qui conduisait à une chambre à feu. La servante m'y laissa seule. Je demeurai debout devant le foyer, m'efforçant de réchauffer mes doigts glacés, puis je promenais mon regard autour de moi. Il n'y avait pas de lumière, mais la flamme incertaine du foyer me montrait par intervalles un mur recouvert d'une tenture, des tapis, des rideaux et des meubles d'un acajou brillant. J'étais dans un salon, non pas aussi élégant que celui de Gateshead, mais qui pourtant me parut très confortable. Je m'efforçais de comprendre le sujet d'une des peintures suspendues au mur lorsque quelqu'un entra avec une lumière. Derrière se tenait une seconde personne. La première était une femme d'une taille élevée. Ses cheveux et ses yeux étaient noirs, son front élevé et pâle. Bien qu'à moitié caché dans un châle, son port me semblait noble et sa contenance grave. « Cet enfant est bien jeune pour être envoyé seul, » dit-elle en posant la bougie sur la table. Elle m'examina attentivement pendant une minute ou deux, puis ajouta « Il faudra la coucher tout de suite, elle a l'air fatiguée. »« Êtes-vous lasse, mon enfant? » me dit-elle en mettant sa main sur mon épaule. « Un peu, madame. »« Et vous avez faim, sans doute? Avant de l'envoyer au lit, faites-lui donner à manger, mademoiselle Miller. Est-ce la première fois que vous quittez vos parents pour venir en pension, mon enfant? » Je lui répondis que je n'avais point de parents. Elle me demanda depuis quand il était mort, quel était mon âge et mon nom, si je savais lire, écrire et coudre. Ensuite, elle me caressa doucement la joue en me disant « J'espère que vous serez une bonne enfant. » Puis elle me remit entre les mains de mademoiselle Miller. La jeune dame que je venais de quitter pouvait avoir 29 ans. Celle qui m'accompagnait paraissait quelques années plus jeune. La première m'avait frappé par son aspect, sa voix et son regard. Mademoiselle Miller se faisait moins remarquer. Elle avait un teint couperosé et une figure fatiguée. Sa démarche et ses mouvements précipités annonçaient une personne qui doit faire face à beaucoup de devoirs. Elle avait l'air d'une sous-maîtresse et j'appris qu'en effet c'était son rôle à Lowood. Elle me conduisit de pièce en pièce, de corridor en corridor, à travers une maison grande et régulièrement bâtie. Un silence absolu, qui m'effrayait un peu, régnait dans cette partie que nous venions de traverser. Un murmure de voix lui succéda bientôt. Nous entrâmes dans une salle immense. À chaque bout se dressaient 2 tables éclairées chacune par 2 chandelles. Autour étaient assises sur des bancs des jeunes filles dont l'âge variait depuis 10 jusqu'à 20 ans. Elles me semblaient innombrables, quoiqu'en réalité elles ne fussent pas plus de 80. Elles portaient toutes le même costume, des robes en étoffe brune et d'une forme étrange, et par-dessus la robe de longs tabliers de toile. C'était l'heure de l'étude. Elles repassaient leurs leçons du lendemain, et de là provenait le murmure que j'avais entendu. Mademoiselle Miller me fit signe de m'asseoir sur un banc près de la porte, puis se dirigeant vers le bout de cette longue chambre, elle s'écria « Monitrice, réunissez les livres de leçons et retirez-les. » 4 grandes filles se levèrent des différentes tables, prirent les livres et les mirent de côté. Mademoiselle Miller s'écria de nouveau « Monitrice, allez chercher le souper. » Les 4 jeunes filles sortirent, revinrent au bout de quelques instants, portant chacune un plateau sur lequel un gâteau,
que je ne reconnus pas d'abord, avait été placé et coupé par morceaux. Au milieu, je vis un gobelet et un vase plein d'eau. Les parts furent distribuées aux élèves et celles qui avaient soif prirent un peu d'eau dans le gobelet qui servait à toutes. Quand arriva mon tour, je bus, car j'étais très altérée, mais je ne pus rien manger. L'excitation et la fatigue du voyage m'avaient retiré l'appétit. Lorsque le plateau passa devant moi, j'ai pu voir que le souper se composait d'un gâteau d'avoine coupé en tranches. Le repas achevé, Mademoiselle Miller lut la prière, et les jeunes filles montèrent l'escalier deux par deux. Épuisée par la fatigue, je fis peu d'attention au dortoir. Cependant, il me parut très long comme la salle d'études. Cette nuit-là, je devais coucher avec Mademoiselle Miller. Elle m'aida à me déshabiller. Une fois étendue, je jetai un regard sur ces interminables rangées de lits, dont chacun fut bientôt occupé par deux élèves. Au bout de 10 minutes, l'unique lumière qui nous éclairait fut éteinte, et je m'endormis au milieu d'une obscurité et d'un silence complet. La nuit se passa rapidement. J'étais trop fatiguée même pour rêver. Je ne m'éveillai qu'une fois, et j'entendis le vent mugir en tourbillons furieux et la pluie tomber par torrents. Alors seulement je m'aperçus que Mademoiselle Miller avait pris place à mes côtés. Quand mes yeux se rouvrirent, on sonnait une cloche. Toutes les jeunes filles étaient debout et s'habillaient. Le jour n'avait pas encore commencé à poindre, et une ou deux lumières brillaient dans la chambre. Je me levai à contre-cœur, car le froid était vif, et tout en grelottant, je m'habillai de mon mieux. Aussitôt qu'un des bassins fut libre, je me lavai. Mais il fallut attendre longtemps, car chacun d'eux servait à 6 élèves. Une fois la toilette finie, la cloche retentit de nouveau. Toutes les élèves se placèrent en rang, deux par deux, descendirent l'escalier et entrèrent dans une salle d'études à peine éclairée. La prière fut lue par Mademoiselle Miller, qui, après les avoir achevées, s'écria « Formez les classes !» Il en résulta quelques minutes de bruit. Mademoiselle Miller ne cessait de répéter « Ordre et silence !» Quand tout fut redevenu calme, je m'aperçus que les élèves s'étaient séparés en 4 groupes. Chacun de ces groupes se tenait debout devant une chaise placée près d'une table. Toutes les élèves avaient un volume à la main et un grand livre que je pris pour une bible était placé devant le siège vacant. Il y eut une pause de quelques secondes pendant laquelle j'entendis le vague murmure qu'occasionne toujours la réunion d'un grand nombre de personnes. Mademoiselle Miller alla de classe en classe pour étouffer ce bruit sourd qui se prolongea indéfiniment. Le son d'une cloche lointaine venait de frapper nos oreilles lorsque 3 dames entrèrent dans la chambre. Chacune d'elles s'assit devant une des tables. Mademoiselle Miller se plaça à la 4e chaise, celle qui était le plus près de la porte et autour de laquelle on n'apercevait que de très jeunes enfants. On m'ordonna de prendre place dans la petite classe et on me relégua tout au bout du banc. Le travail commença. On récitait les leçons du jour, ainsi que quelques textes de l'Écriture sainte. Il y avait ensuite une longue lecture dans la Bible. Cette lecture dura environ 1 heure. Lorsque tous ces exercices furent terminés, il faisait grand jour. La cloche infatigable sonna pour la 4e fois. Les élèves se séparèrent de nouveau et se dirigèrent vers le réfectoire. J'étais bien aise de pouvoir manger un peu. J'avais pris si peu de choses la veille que j'étais à demi évanouie d'inanition. Le réfectoire était une grande salle basse et sombre. Sur 2 longues tables fumaient des bassins qui n'étaient pas propres malheureusement à exciter l'appétit. Il y eut un mouvement général de mécontentement lorsque l'odeur de ce plat, destiné à leur déjeuner, arriva jusqu'aux jeunes filles. La grande classe, qui marchait en avant, murmura ces mots. « C'est répugnant, le potage a encore brûlé. »« Silence !» cria une voix. Ce n'était pas Mademoiselle Miller qui avait parlé, mais la maîtresse d'une classe supérieure, petite femme bien vêtue, mais dont l'ensemble avait quelque chose de maussade. Elle se plaça au bout de la première table, tandis qu'une autre dame, dont l'extérieur était plus aimable, présida la seconde. Mademoiselle Miller surveillait la table à laquelle j'étais assise. Enfin, une femme d'un certain âge et qui avait l'air d'une étrangère vint se placer à une 4e table vis-à-vis de Mademoiselle Miller. J'appris plus tard que c'était la maîtresse de français. On récita une longue prière et on chanta un cantique. Une bonne apportant du thé pour la maîtresse. Et les préparatifs achevés, le repas commença. J'avalai quelques cuillerées de mon bouillon, sans penser au goût qu'il pouvait avoir. Mais quand ma faim fut un peu apaisée, je m'aperçus que je mangeais une soupe détestable.
Chacune remuait lentement sa cuillère, goûtait sa soupe, essayait de l'avaler, puis renonçait à des efforts reconnus inutiles. Le déjeuner finit sans que personne eût mangé. On rendit grâce de ce qu'on n'avait pas reçu et l'on chanta un second cantique. De la salle à manger, on passait dans la salle d'études. Je sortis parmi les dernières et je vis une maîtresse goûter au bouillon. Elle regardait les autres, toutes semblèrent mécontentes. L'une d'elles murmura tout bas: L'abominable cuisine, c'est honteux. On ne se remit au travail qu'au bout d'un quart d'heure. Pendant ce temps, il était permis de parler haut et librement. Toutes profitaient du privilège. La conversation roula sur le déjeuner et chacune des élèves déclara qu'il n'était pas mangeable. Pauvres créatures! C'était leur seule consolation. Il n'y avait pas d'autre maîtresse dans la chambre que mademoiselle Miller. De grandes jeunes filles l'entouraient et parlaient d'un air sérieux et triste. J'entendais prononcer le nom de Madame Brocklehurst. J'entendis prononcer le nom de Madame Brocklehurst. Mademoiselle Miller secoua la tête comme si elle désapprouvait ce qui était dit, mais elle ne parut pas faire de grands efforts pour calmer l'irritation générale. Elle la partageait sans doute. L'horloge sonna 9 heures. Mademoiselle Miller se plaça au centre de la chambre et s'écria: Silence, à vos places. L'ordre se rétablit. Au bout de 10 minutes, la confusion avait cessé, et toutes ces voix bruyantes étaient rentrées dans le silence. Les maîtresses avaient repris leur poste. L'école entière semblait dans l'attente. Les 80 enfants étaient rangés immobiles sur des bancs tout autour de la chambre. Réunion curieuse à voir. Toutes avaient les cheveux lissés sur le front et passés derrière l'oreille. Pas une boucle n'encadrait leur visage. Leurs robes étaient brunes et montantes. Le seul ornement qui leur fut permis était une collerette. Sur le devant de leur robe, on avait cousu une poche qui leur servait de sac à ouvrage et qui ressemblait un peu aux bourses des Highlanders. Elles portaient des bas de laine, de gros souliers de paysannes dont les cordons étaient retenus par une simple boucle de cuivre. Une vingtaine d'entre elles étaient des jeunes filles arrivées à tout leur développement, ou plutôt même des jeunes femmes. Ce costume leur allait mal et leur donnait un aspect bizarre. Quelle que fût d'ailleurs leur beauté. Je les regardais et j'examinais aussi de temps en temps les maîtresses. Aucune d'elles ne me plaisait précisément. La grande avait l'air dur, la petite semblait irritable, la française était brusque et grotesque. Comme mademoiselle Miller, pauvre créature, elle était d'un rouge pourpre qui paraissait accablée de préoccupation. Pendant que mes yeux n'allaient de l'une à l'autre, toute l'école se leva simultanément et comme par une même impulsion. De quoi s'agissait-il? Je n'avais entendu donner aucun ordre. Quelqu'un pourtant m'avait poussé le bras, mais avant que j'eusse eu le temps de comprendre, la classe s'était rassise. Tous les yeux s'étaient tournés vers un même point, les miens suivirent cette direction, et j'aperçus dans la salle la personne qui m'avait reçu la veille. Elle était au fond de la longue pièce près du feu, car il y avait un foyer à chaque bout de la chambre. Elle examina gravement et en silence la double rangée de jeunes filles. Mademoiselle Miller s'approcha d'elle, lui fit une question, et après avoir reçu la réponse demandée, elle retourna à sa place et dit à haute voix: Monitrice de la première classe, apportez les sphères. Pendant que l'ordre était exécuté, l'inconnu se promena lentement dans la chambre. Je ne sais si j'ai en moi un instinct de vénération, mais je me rappelle encore le respect admirateur avec lequel mes yeux suivaient ses pas. Vue en plein jour, elle m'apparut belle, grande et bien faite. Dans ses yeux bruns brillait une vive bienveillance. Ses sourcils longs et bien dessinés relevaient la blancheur de son front. Ses cheveux d'une teinte foncée s'étageaient en petites boucles sur chacune de ses tempes. On ne portait alors ni bandeau ni longue frisure. Sa robe était dans la mode de cette époque, couleur de pourpre et garnie d'un ornement espagnol en velours noir, et à sa ceinture brillait une montre d'or, bijou plus rare alors qu'aujourd'hui. Que le lecteur se représente, pour compléter ce portrait de traits fins, un teint pâle mais clair, un port noble, il aura, aussi complètement que peuvent l'exprimer des mots, l'image de Mademoiselle Temple, de Mary Temple, ainsi que je l'appris plus tard, en voyant son nom écrit sur un livre de prière qu'elle m'avait confié pour le porter à l'église. Et coucou Gaëlle! Comment ça va? Faire une petite pause pour la lecture. Oula!
Je ferai pas des pauses très longues vu que je suis en train d'enregistrer. On va en profiter pour boire un peu. T'es passé en courant, tu dois y aller. Ah, pas de souci. Merci de passer, d'être venu faire coucou. Et à plus tard peut-être. À plus. Allez, je continue. La directrice de Lowood, car c'était elle, s'assit devant la table où avaient été placées les sphères. Elle réunit la première classe autour d'elle et commença une leçon de géographie. Les classes inférieures furent rappelées par les autres maîtresses et pendant 1 heure, on continua les répétitions de grammaire et d'histoire, puis vers l'écriture et l'arithmétique. Le cours de musique fut fait par Mademoiselle Temple à quelques-unes des plus âgées. L'horloge avertissait lorsque l'heure fixée par chaque leçon s'était écoulée. Au moment où elle sonna midi, la directrice se leva. J'ai un mot à adresser aux élèves de Lowood, dit-elle. Le murmure qui suivait chaque leçon avait déjà commencé à se faire entendre, mais à la voix de Mademoiselle Temple, il cessa immédiatement. Elle continua. Vous avez eu ce matin un déjeuner que vous n'avez pu manger. Vous devez avoir faim. J'ai donné ordre de vous servir une collation de pain et de fromage. Les maîtresses se regardèrent avec surprise. Je prends sur moi la responsabilité de cet acte, ajouta-t-elle comme pour expliquer sa conduite, puis elle quitta la salle d'études. Le pain et le fromage furent apportés et distribués au grand contentement de toute l'école. On donna ensuite l'ordre de se rendre au jardin. Chacune mit un grossier chapeau de paille retenu par des brides de colicoutin et s'enveloppa d'un manteau de drap gris. Je fus habillée comme les autres et en suivant le flot, j'arrivai en plein air. Le jardin était un vaste terrain entouré de murs assez hauts pour éloigner tout regard indiscret. D'un des côtés se trouvait une galerie ouverte. Le milieu, entouré de larges allées, était partagé en petits massifs. Toutes les élèves recevaient en entrant un de ces petits massifs pour le cultiver, de sorte que chaque carré avait son propriétaire. En été, lorsque la terre était couverte de fleurs, ces petits jardins devaient être charmants à voir. Mais à la fin de janvier, tout était gelé, pâle et triste. Je frissonnais, je regardais autour de moi. Le jour n'était pas propice aux exercices dehors. Non pas qu'il fût précisément pluvieux, mais il était assombri par un brouillard épais qui commençait à se résoudre en une pluie fine. Les orages de la veille avaient maintenu la terre humide. Les plus fortes des jeunes filles couraient de côté et d'autre et se livraient à des exercices violents. Quelques-unes pâles et maigres allèrent chercher un abri de la chaleur sous la galerie. On entendait souvent une toux creuse sortir de leur poitrine. Je n'avais encore parlé à personne et personne ne semblait faire attention à moi. J'étais seule, mais l'isolement ne me pesait pas. J'y étais habituée. Je m'appuyais contre une des colonnes de la galerie, ramenant sur ma poitrine mon manteau de drap. Je tâchais d'oublier le froid qui m'assaillait en dehors et la faim qui me rongeait au-dedans. Tout mon temps fut employé à examiner et à penser, mais mes réflexions étaient trop vagues et trop entrecoupées pour pouvoir être rapportées. Je savais à peine où j'étais. Gateshead et ma vie passée flottaient derrière moi à une distance qui me semblait incommensurable. Le présent était confus et étrange, je ne pouvais former aucune conjecture sur l'avenir. Je me mis à regarder le jardin, qui rappelait singulièrement celui d'un cloître.
Puis mes yeux se rapportèrent sur la maison, dont une partie était grise et vieille, tandis que l'autre paraissait entièrement neuve. La nouvelle partie, qui contenait la salle d'études et le dortoir, était éclairée par des fenêtres rondes et grillées, ce qui lui donnait l'aspect d'une église. Une large pierre placée au-dessus de l'entrée portait cette inscription. Institution de Lowood. Cette partie a été bâtie par Naomi Brocklehurst du château de Brocklehurst en ce comté. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils puissent voir vos bonnes œuvres et glorifier votre Père qui est dans le ciel. Saint Matthieu, verset 16. Après avoir lu et relu ces mots, je compris qu'il demandait une explication et que seul je ne pourrais pas en saisir entièrement le sens. Je réfléchissais à ce que voulait dire institution et je m'efforçais de trouver le rapport qu'il pouvait y avoir entre la première partie de l'inscription et le verset de la Bible lorsque le son d'une toux creuse me fit tourner la tête. J'aperçus une jeune fille assise près de moi sur un banc de pierre. Elle tenait un livre qui semblait l'absorber tout entière. D'où j'étais, je pus lire le titre. C'était Rasselas. Ce nom me frappa par son étrangeté, et d'abord je supposai que le volume devait être intéressant. En retournant une page, la jeune fille leva les yeux, j'en profitai pour lui parler. Votre livre est-il amusant? Demandai-je. J'avais déjà formé le projet de le lui emprunter un jour à venir. Je l'aime, me répondit-elle après une courte pause qui lui permit de m'examiner. De quoi y parle-t-on? Continuai-je. Je ne pouvais comprendre comment j'avais la hardiesse de lier ainsi conversation avec une étrangère. Cette avance était contraire à ma nature et à mes habitudes. L'occupation dans laquelle je l'avais trouvée plongée avait sans doute touché dans mon cœur quelques cordes sympathiques. Moi aussi j'aimais lire des choses frivoles et enfantines, il est vrai, car je n'étais pas à même de comprendre les livres solides et sérieux. Vous pouvez le regarder, me dit l'inconnu en m'offrant le livre. Je fus convaincu par un rapide examen que le contenu était moins intéressant que le titre. Rasselas me semblait un livre ennuyeux, à moi qui n'aimais que les enfantillages. Je n'y vis ni fée ni génie. Je rendis donc à sa propriétaire. Elle le reçut tranquillement et sans rien me dire. Elle allait même recommencer son attentive lecture lorsque je l'interrompis de nouveau. Pouvez-vous me dire, demandai-je, ce que signifie l'inscription gravée sur cette pierre? Qu'est-ce que l'institution de Lowood? C'est la maison où vous êtes venu demeurer. Pourquoi l'appelle-t-on institution? Est-elle différente des autres écoles? C'est en partie une école de charité. Vous et moi et toutes les autres élèves sommes des enfants de charité. Vous devez être orpheline. Votre père et votre mère ne sont-ils pas morts? Tous deux sont morts à une époque dont je ne puis me souvenir. Eh bien, tous les enfants que vous verrez ici ont perdu au moins un de leurs parents, et voilà la raison qui a fait donner à cette école le nom d'institution pour l'éducation des orphelines. Payons-nous ou bien nous élève-t-on gratuitement? Nous ou nos amis payons 15 livres sterling par an. Alors pourquoi nous appelle-t-on des enfants de charité? Parce que la somme de 15 livres sterling n'étant pas suffisante pour faire face aux dépenses de notre entretien et de notre éducation, ce qui manque est fourni par une souscription. Quels sont les souscripteurs? Des personnes charitables demeurant dans les environs ou bien même habitant Londres. Et quelle est cette Naomi Brocklehurst? C'est la dame qui a bâti la nouvelle partie de cette maison, ainsi que l'indique l'inscription. Son fils a maintenant la direction générale de l'école. Pourquoi? Parce qu'il est trésorier et chef de l'établissement. Alors la maison n'appartient pas à cette dame qui a une montre d'or et qui nous a fait donner du pain et du fromage. À Mademoiselle Temple? Oh non! Je souhaiterais bien qu'elle lui appartienne, mais elle doit compte à M. Brocklehurst de tous ses actes. C'est lui qui achète nos nourritures et nos vêtements. Demeure-t-il ici? Non, il habite au château qui est éloigné de Lowood d'une demi-lieue. Est-il bon? C'est un pasteur et on prétend qu'il fait beaucoup de bien. N'avez-vous pas dit que cette grande dame s'appelait Mademoiselle Temple? Oui. Et comment s'appellent les autres maîtresses? Celle que vous voyez là et dont le visage est rouge, c'est Mademoiselle Smith. Elle taille et surveille notre couture, car nous faisons nous-mêmes nos robes, nos manteaux et tous nos vêtements. La petite qui a des cheveux noirs, c'est Mademoiselle Scatcherd. Elle donne des leçons d'histoire, de grammaire et fait les répétitions de la seconde classe. Enfin, celle qui est enveloppée dans un châle et porte son mouchoir attaché à son côté avec un ruban jaune, c'est Madame Pierrot. Elle vient de Lille et enseigne le français. Aimez-vous les maîtresses? Assez.
Aimez-vous la petite qui a des cheveux noirs et madame, je n'ai pu prononcer son nom comme vous? Mademoiselle Scatcherd est vive. Il faudrait faire bien attention de ne pas la blesser. Madame Pierrot est une assez bonne personne. Mais Mademoiselle Temple est la meilleure, n'est-ce pas? Oh, Mademoiselle Temple est très bonne. Elle sait beaucoup, elle est supérieure aux autres maîtresses parce qu'elle est plus instruite qu'elles toutes. Y a-t-il longtemps que vous demeurez à Lowood? 2 ans. Êtes-vous orpheline? Ma mère est morte. Êtes-vous heureuse ici? Vous me faites trop de questions. Nous avons assez causé pour aujourd'hui et je désirerais lire un peu. Mais à ce moment, la cloche ayant sonné pour annoncer le dîner, tout le monde en rentra. Le parfum qui remplissait la salle à manger était à peine plus appétissant que celui du déjeuner. Le repas fut servi dans 2 grands plats d'étain d'où sortait une épaisse fumée, répandant l'odeur de graisse rance. Le dîner se composa de pommes de terre sans goût et de viande qui en avait trop, le tout cuit ensemble. Chaque élève reçut une portion assez abondante. Je mangeai ce que je pus, tout en me demandant ce que je ferais tous les jours, si je ferais tous les jours aussi maigre chair. Après le dîner, nous passâmes dans la salle d'études. Les leçons recommencèrent et se prolongèrent jusqu'à 5 heures. Il n'y eut dans l'après-midi qu'un seul événement de quelque importance. La jeune fille avec laquelle j'aurais causé sous la galerie fut renvoyée d'une leçon d'histoire par mademoiselle Scatcherd sans que je puisse en savoir la cause. On lui ordonna d'aller se placer au milieu de la salle d'études. Cette punition me sembla bien humiliante, surtout à son âge. Elle semblait avoir de 13 à 14 ans. Je m'attendais à lui voir donner des signes de souffrance et de honte, mais à ma grande surprise, elle ne pleura ni ne rougit. Calme et grave, elle resta là, en butte à tous les regards. Comment peut-elle supporter ceci avec tant de tranquillité et de fermeté, pensai-je. Si j'étais à sa place, je souhaiterais voir la terre m'engloutir. Mais elle semblait porter sa pensée au-delà de son sentiment et de sa triste position. Elle ne paraissait point préoccupée de ce qui l'entourait. J'avais entendu parler des personnes qui rêvaient éveillées. Je me demandais s'il n'en était pas ainsi pour elle. Ses yeux étaient fixés sur la terre, mais il ne la voyait pas. Son regard semblait plongé dans son propre cœur. Elle pense au passé, me dis-je, mais certes, le présent n'est rien pour elle. Cette jeune fille était une énigme pour moi. Je ne savais si elle était bonne ou mauvaise. Lorsque 5 heures furent sonnées, on nous servit un nouveau repas, consistant à une tasse de café et un morceau de pain noir. Je bus mon café, je dévorai mon pain, mais j'en aurais désiré davantage, j'avais encore faim. Il y eut ensuite une demi-heure de récréation, puis de nouveau l'étude. Enfin, le verre d'eau, le morceau de gâteau d'avoine, la prière et tout le monde alla se coucher. C'est ainsi que se passa mon premier jour à Lowood. Fin du chapitre 5. Oula, ça a l'air bien chiant la journée.